colonisation, le Vietnam. Épisode 9, l'irréparable. Bonjour. La semaine dernière, nous avons fini sur l'échec des négociations de Fontainebleau et le retour de Ho Chi Minh au Vietnam, les mains vides. Pendant ces 4 mois d'absence, son intérim à la tête de la RDVN est assuré par Vo Nguyen Giap, qui met ce temps à profit pour se préparer à la guerre. Mais avant d'en venir à la bataille de Hanoï et au premier combat, il me semble opportun de vous donner plus de détails sur le pédigré de celui qu'on a déjà rencontré à l'épisode 5 de la Révolution d'août, mais qui n'est pas encore le général Giap. Alors, Vo Nguyen Giap est né au centre du Vietnam en 1911. Il est donc âgé de 35 ans en 1946. Son père, Modeste Mandarin, est mort dans les prisons françaises, ainsi que sa grande sœur. Ça vous campe le personnage. Il est donc politisé très jeune et achève de l'être à la lecture de l'ouvrage de Ho Chi Minh, Le procès de la colonisation française. À partir de là, il s'engage de plus en plus dans le mouvement nationaliste et est arrêté brièvement à l'âge de 18 ans pour avoir participé à une grève étudiante. Il étudie ensuite au lycée Albert Sarraut de Hanoï, puis à la fac de droit de Hanoï aussi. Après son mariage et pour subvenir aux besoins de sa famille, il enseigne l'histoire dans une école privée de Hanoï. Il a pour étudiant, entre autres, Bui Diem, qui raconte dans ses mémoires la passion de Giap pour la Révolution française et pour le personnage de Napoléon. En 1937, Giap rejoint le Parti communiste indochinois. Il produit beaucoup d'écrits sur la libération nationale à cette époque, puis il est envoyé en 1940 en Chine avec un autre jeune camarade, Pham Van Dong, pour prendre contact avec Ho Chi Minh. Et là, autre élément tragique, en son absence, sa femme est arrêtée par la sûreté française et meurt aussi en prison. En Chine, il tisse des liens étroits avec Ho Chi Minh et Pham Van Dong. Il suit aussi une formation militaire auprès des troupes communistes de Mao à Yan'an. Et il est présent à la création du Viet Minh en mai 1941. C'est d'ailleurs lui qui est chargé de créer le bras armé du mouvement, ce qui est fait fin 1944 avec la création de l'Armée de libération nationale du Vietnam. Avec un effectif de 31 hommes et 3 femmes, équipés d'une mitraillette légère, 17 fusils, de 2 revolvers et de 14 armes diverses, la brigade Tran Hung Dao n'est pas très redoutable. Tran Hung Dao, pour rappel, c'est le héros viet qu'on a évoqué au premier épisode Qu'est-ce que le Vietnam? Giap est alors un des principaux lieutenants de Ho Chi Minh et il est nommé ministre de l'Intérieur dans le premier gouvernement de la RDVN. À ce poste, il se rend indispensable par son énergie, son efficacité et son caractère impitoyable. Ce n'est donc pas une surprise de le voir prendre les rênes du pouvoir pendant le séjour de Ho Chi Minh en France. Pendant cette période, il lui incombe aussi, pendant que Ho Chi Minh et Pham Van Dong négocient, il incombe à Giap de chercher et de trouver une stratégie militaire face à la France, dont la puissance de feu est 1000 fois supérieure.
Et pour cela, Giap adapte les théories de la guerre populaire apprises en Chine. Pour vous la faire courte, Mao identifie 3 phases dans la guerre populaire. Une phase de défense stratégique, où face à un ennemi supérieur, on évite les batailles conventionnelles au profit de la guérilla. Une deuxième phase d'équilibre, où il faut augmenter les attaques pour saper le moral de l'ennemi. Puis enfin, la troisième phase, l'offensive générale. L'ennemi a le moral à zéro, alors place au combat conventionnel pour l'achever. Voilà pour la théorie de la guerre populaire. Dès avril 1946 donc, Giap entreprend les préparatifs de la première phase de la guerre avec la création de 2 grandes bases d'où serait lancée la guérilla. La plus grande se trouve au nord, près de la frontière chinoise, et est passée à la postérité sous le nom de Viet Bang. Mais l'action de Giap ne se limite pas à la préparation de la guerre. Il doit aussi affirmer la souveraineté de la RDVN sur le terrain. L'occasion lui en est offerte avec le départ progressif des Chinois. Au fur et à mesure que les troupes de Luhan quittent le territoire, les Chinois abandonnent des zones qui étaient jusqu'alors occupées par leurs troupes. Giap se lance alors dans une course contre les Français pour occuper le terrain, avec pour principal objectif d'empêcher les Français de se déployer en dehors de Hanoï et de Haiphong. Il y réussit car les convois français conventionnels sont beaucoup plus lents que les troupes Viet Minh. En plus, le Viet Minh multiplie les sabotages de routes et de ponts pour retarder l'avancée de ces convois. Néanmoins, il en résulte de multiples accrochages dont certains sont très sérieux, comme à Bac Ninh en août 1946, où les affrontements font 12 morts français et 41 blessés, beaucoup plus du côté Viet Minh. Signalons aussi dans le même temps que Giap transforme à l'époque le nord du Vietnam en véritable dictature policière. Il profite du retrait chinois pour éliminer les rivaux nationalistes du VNQDD et du Dai Viet. On reviendra plus longuement sur les affrontements fratricides entre Vietnamiens dans un prochain épisode. Pour en revenir donc à ce dont on parlait, c'est à un véritable numéro d'équilibriste que Giap se livre en 1946. D'une part, il doit affirmer la souveraineté de la RDVN et ne pas céder le terrain aux Français. De notre côté, son armée ne fait pas le poids militairement. Et Giap sait qu'il doit se garder de déclencher la guerre de manière prématurée. Alors, quand Ho Chi Minh rentre au Vietnam à la fin octobre 1946, le cessez-le-feu entre Français et Vietnamiens tient toujours. Mais la tension est de plus en plus vive. Les troupes françaises sont bloquées à Hanoï et à Haiphong, et les troupes vietnamiennes sont tout autour et les empêchent de se déployer dans le nord. Par contraste, et vous allez voir, je vais en venir, dans le sud, la France contrôle toutes les grandes villes, dont Saigon, où siège le gouvernement de la République autonome de Cochinchine, dirigé par le docteur Thinh et créé par l'amiral Thierry d'Argentlieu. Cela dit, en dehors des grands centres urbains, la situation sécuritaire s'est beaucoup détériorée au profit de la guérilla Viet de Nguyen Binh. C'est que vous comprenez,
les troupes françaises les plus aguerries ont été transférées au nord après mars 1946. Or, les actions de guérilla du Viet Minh ont augmenté considérablement. Du coup, en fin 1946, la situation sécuritaire est très mauvaise en Cochinchine. La situation politique est aussi préoccupante. L'élément qui le montre le plus, c'est le suicide, le 10 novembre 1946, du Dr Thin, c'est-à-dire du président de la République autonome de Cochinchine. À l'instar du mandarin Phan Thanh Dien, qui se suicide quand la France achève l'invasion du sud du Vietnam en 1867, le docteur Thin se résout au suicide quand il lui apparaît clairement qu'il n'est qu'un pion dans la partie que Dargent-Lieu livre au Viet Minh. Le jour même du suicide du Dr Thin, autre mauvaise nouvelle pour Dargent-Lieu. Les communistes remportent les législatives en France. Il y a donc la crainte que ces communistes mènent une politique plus favorable à Ho Chi Minh. La combinaison de ces trois facteurs, pourrissement sécuritaire, suicide de l'allié supposé Dr Thin et le changement de gouvernement à Paris, inquiète Dargent-Lieu. Pour lui et son chef militaire, le général Valluy, une action militaire forte contre le régime de Ho Chi Minh au nord est nécessaire pour reprendre la main. Et tout cela n'échappe pas au Viet Minh, qui met en alerte ses troupes, surtout à Haiphong, le grand port du nord. Il faut dire que Haiphong est une ville importante pour le Viet Minh, car c'est le port où lui parviennent les armes de contrebande. Mais c'est là aussi où la RDVN peut générer du revenu en prélevant des droits de douane sur les marchandises. Au-delà du revenu, les capacités douanières sont un signe important de souveraineté que la RDVN tient à ne pas céder à la Fédération indo-chinoise. C'est donc à Haiphong, le 20 novembre, que l'engrenage commence. Au départ, une jonque chinoise de contrebande est arraisonnée par un bateau français. Ce bateau français est intercepté par les Vietnamiens qui arrêtent tout l'équipage. D'autres Français viennent au secours de leurs camarades et des combats éclatent qui se répandent bientôt dans toute la ville. À la tombée de la nuit, il y a 240 morts vietnamiens et 7 Français. Un cessez-le-feu est signé le lendemain. Et on en serait resté là si le général Valluy n'avait pas cherché à exploiter l'incident pour en tirer un avantage stratégique. Le 22, il câble au général De Besse, commandant la place de Haiphong. Je cite. Suite événement du 20, estime indispensable profiter incident pour améliorer notre position à Haiphong. Le moment est venu de donner une dure leçon à ceux qui nous ont traîtreusement attaqués. Par tous les moyens à votre disposition, vous devez vous rendre maître complètement de Haiphong et amener le gouvernement et l'armée à résipiscence. Je ne connaissais pas ce mot. Vous mettrez le président Ho en face de ses accablantes responsabilités et des lourdes conséquences que peut avoir son attitude à l'égard du gouvernement français. Fin de citation. Le 23 novembre donc, le général De Besse ordonne un bombardement aérien et naval qui réduit en cendres les quartiers annamites et chinois de la ville, faisant au minimum 1000 morts. Henri Martin, un marin français qui sert sur un navire de guerre, comme Pierre Loti, 60 ans plus tôt, témoigne, je cite,
La ville annamite, celle-là était complètement rasée. Il n'en restait plus rien. Alors, on a vu le travail que nos canons avaient fait. D'ailleurs, il y avait du monde sous les ruines. Fin de citation. Fait intéressant, Valui, qui à ce moment assure l'intérim de Dargentlieu, qui est parti prendre des instructions à Paris, n'a pas demandé d'autorisation préalable au gouvernement. Comme souvent au Vietnam, le fait est accompli après Valui. Mais il ne fait aucun doute que Valui avait toute la confiance de Dargentlieu, qui lui envoie un télégramme de félicitations le 24. Les Vietnamiens se soumettent et Valui impose donc ses conditions de cesser le feu. 1. Évacuation de Haiphong par les forces vietnamiennes, avec interdiction de retour. 2. Contrôle douanier exclusivement réservé aux Français et liberté de circulation complète pour les troupes françaises. Le gouvernement de Ho Chi Minh est donc dos au mur. Il vient de subir une perte de souveraineté humiliante et il y a toutes les raisons de croire que le scénario de Haiphong va se répéter à Hanoï. Le Viet Minh se trouve donc dans l'obligation de réagir. Il y a bien quelques tentatives de la dernière chance pour sauver la paix. Par exemple, Jean Saint-Denis revient à Hanoï pour parler avec Ho Chi Minh. Il y a aussi un vague espoir avec le nouveau gouvernement Léon Blum, mais c'est un gouvernement de transition incapable de prendre de décisions majeures. De toute façon, l'élan vers la guerre est trop fort des deux côtés. Des milliers de résidents fuient alors Hanoï dès le début décembre, et la ville s'érige de checkpoints et de barricades délimitant les zones françaises et vietnamiennes. Le plan de Giap est de permettre au gouvernement et aux troupes régulières, qui sont environ 30 000 autour de Hanoï, d'évacuer la ville et de rallier les bases, dont celle du Viet Bac. Pour cela, il faut retarder la progression française en les forçant à un combat de rue, maison par maison, quartier par quartier. La plus grande partie de ces combats serait menée par des miliciens mal équipés, mais nombreux. Le 17 décembre, il y a des affrontements entre miliciens vietnamiens et militaires français. Les pertes sont lourdes des deux côtés, ce qui fait dire au général Valui, je cite, « Si ces Nyak veulent la guerre, ils l'auront. » Fin de citation. Le 18, Valui lance un ultimatum au Viet Minh et annonce que les unités françaises assureront le maintien de l'ordre jusqu'à nouvel ordre. En réponse, Ho Chi Minh donne l'ordre d'attaquer les installations françaises. C'est fait le 19 décembre à 20h, quand l'explosion de la centrale électrique de Hanoï plonge la ville dans le noir. C'est le signal qu'attendaient les miliciens Viet Minh pour frapper. Les combats commencent et s'étendent bientôt à toute la ville. Le lendemain, ils s'étendent aux autres villes et Ho Chi Minh lance un appel à la résistance resté célèbre que je vais vous lire. Que tous les Vietnamiens, hommes et femmes, jeunes et vieux, sans distinction de religion, de parti, de nationalité, se dressent pour combattre les colonialistes français pour sauver la patrie. Entrez dans la lutte avec tous les moyens dont vous disposez. Que celui qui a un fusil se serve de son fusil. Que celui qui a une épée se serve de son épée. Et si l'on n'a pas d'épée, qu'on prenne des pioches et des bâtons. Que chacun mette toutes ses forces à combattre le colonialisme pour sauver la patrie. Fin de citation. Le corps expéditionnaire français arrive assez vite à occuper les bâtiments et installations clés de la ville. Mais
ils ne capturent pas Ho Chi Minh et son état-major qui ont pu s'exfiltrer. Et peu à peu, les militaires français repoussent les miliciens Viet Minh au prix de destructions, il est vrai, massives et d'incendies qui transforment plusieurs quartiers de Hanoï en champs de ruines. Le quartier sino-vietnamien reste sous contrôle Viet Minh. Ils sont indélogeables dans le réseau de tunnels malgré les combats sanglants. Et c'est seulement à la mi-février 1947 que les miliciens se retirent en amenant avec eux ce qui restait de population. Ils laissent donc Hanoï aux mains des Français, mais vidé quasiment de tous ses habitants. Quelle que soit la date qu'on choisisse, comme début de la guerre d'Indochine, on peut penser à septembre 1945 à Saigon, on peut penser à novembre 1946 à Haiphong, ou à décembre 1946 à Hanoï, ce qui est sûr, c'est qu'en janvier 1947, c'est la guerre. Et si le Viet Minh a tiré en premier en commettant l'irréparable, selon les mots des Français le 19 décembre à Hanoï, on ne peut lui faire porter l'entière responsabilité du déclenchement de la guerre. Comme on l'a vu la semaine dernière, tout au long de 1946, Thierry d'Argentlieu en particulier a sapé les efforts des uns et des autres vers une solution négociée, et cela à plusieurs reprises. Mais l'objectif du haut-commissaire d'Argentlieu, qui est de garder l'Indochine française, était aussi partagé par tout le personnel politique français, en particulier par le MRP de Bidault. Tous ces gens partageaient la conviction intime de De Gaulle que la France devait rester unie au, je cite, territoire qu'elle avait ouvert à la civilisation. Fin de citation. C'est donc pour rester unie à l'Indochine que la France boute le Viet Minh hors de Hanoï. Et à ce moment-là, si une opération de police de 8 jours n'est plus d'actualité, personne ne se doute encore que c'est parti pour une guerre atroce de 8 ans. Mais la semaine prochaine, on fera un petit retour en arrière pour revenir sur les débuts de la guerre civile vietnamienne en cette année 1946, avec l'effort méthodique du Viet Minh d'éliminer toutes les autres tendances nationalistes. Il ne me reste plus d'ici là qu'à vous remercier de votre fidélité et à vous demander, si ce n'est pas encore fait, de nous laisser une bonne note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Cela permettra que ce podcast soit proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Allez, salut hein!